un intérêt divers, soit une volonté de se disculper, qui passe par soit la contestation évidemment du crime, ou par le renversement du rôle du bourreau et de la victime. Le négationnisme d'État, finalement, se limite, fort heureusement d'ailleurs, à assez peu de pays. Les principaux ont été cités, la Turquie et l'Iran. La France, dans une certaine mesure, et j'y reviendrai aussi, puisque nous avions porté plainte contre Pierre Péan en raison d'un livre qui fleurait bon le négationnisme, même s'il avait été attaqué sous l'angle de la diffamation raciale et de l'incitation à la haine raciale. J'ajouterais également le Soudan, qui est quand même un pays qui a qui a une longue histoire en matière de massacre de population, dont on peut penser manifestement qu'elles ont un caractère génocidaire, que ce soit ce qui s'est passé au Sud-Soudan pendant plusieurs décennies, quand même 2 millions de morts, ou ce qui s'est passé et continue à se passer au Darfour. On est là aussi face à un État qui devrait rejoindre le club des États auxquels on pense lorsqu'on parle de négationnisme d'État. Alors, je disais, le négationnisme d'État finalement concerne assez peu de pays. Ceci étant, il est d'une particulière gravité dans la mesure où, d'abord, les pays qui sont en cause sont des pays qui, bien souvent, ont un potentiel de déstabilisation. Je pense notamment à l'Iran et à la Turquie dans une certaine mesure, et au Soudan également, qu'ils savent monnayer en tout cas qu'ils savent rappeler lorsque la question de leur négationnisme est évoquée. L'Iran a été longuement évoqué, je n'y reviendrai pas, mais le Soudan a régulièrement fait comprendre, et Omar el-Béchir, lorsqu'il a été inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, a fortement fait comprendre, dit d'ailleurs, à quel point, évidemment, le fait de mettre en cause sa personne et son régime pouvait avoir des conséquences dramatiques au Soudan et dans les États environnants. Et quant à la France ne joue pas la carte de la déstabilisation lorsque l'on parle des complicités de certains de ses ressortissants dans le génocide rwandais, mais en tout cas, s'il n'y a pas là matière à déstabilisation ou volonté de déstabiliser ou menace de déstabiliser, on peut quand même attendre d'un pays comme la France qu'elle joue un rôle autre que celui qu'elle joue dans le dossier rwandais, mais rôle qui n'est pas joué en raison justement de cette position de la France à des fins de protection de certains de ses ressortissants. Par ailleurs, au-delà de ces raisons que l'on pourrait qualifier de géopolitiques, on a aussi dans le négationnisme d'État une gravité particulière dans la mesure où le négationnisme d'État, quoi qu'il en soit, donne une légitimité au discours négationniste, puisque le négationnisme porté par un État est un négationnisme porté par un membre de l'ONU. Le fait qu'il puisse y avoir une conférence abritée par l'Iran sur la question de la Shoah, et évidemment sur la remise en cause de la Shoah, n'est pas quelque chose de neutre, puisque certains se référeront au fait que des États qui ont parfaitement leur place à l'Assemblée générale de l'ONU, ont un point de vue différent de plein d'autres États, et que finalement, ce point de vue n'est pas simplement le point de vue de certains individus que l'on présenterait comme illuminés, mais est un point de vue tout à fait respectable, porté par des États qui en valent bien d'autres. Et c'est en cela qu'il y a également, cette gravité dans le négationnisme d'État qu'on rencontre davantage que lorsque, encore une fois, ce négationnisme est porté par des individus ou par des groupements privés. Et autre élément, au-delà de la légitimité, c'est le fait que les États qui sont dans des logiques négationnistes sont des points d'appui, y compris financiers et diplomatiques, aux groupes négationnistes à travers le monde. La Turquie, de ce point de vue-là, d'ailleurs très active aux États-Unis, puisque toute une série de débats se sont posés sur la reconnaissance du génocide arménien par les États-Unis, et la Turquie a joué quand même un rôle très actif dans le financement d'instituts, dans une certaine proximité
avec des universitaires américains qui, comme par hasard, ont des positions négationnistes sur le génocide arménien. Et donc la question du négationnisme d'État renvoie aussi à toutes ces dimensions qui sont assez particulières justement à cette forme de négationnisme. Et dernier élément, le fait est que le négationnisme d'État entraîne aussi une gravité ou des conséquences graves pour, non pas, j'allais dire, les États eux-mêmes qui sont dans ces logiques négationnistes, mais souvent pour les populations concernées. D'abord parce que, ça a été rappelé ou évoqué à plusieurs reprises, si on prend l'exemple de la Turquie, le négationnisme du génocide arménien est un négationnisme dont on peut se demander légitimement s'il ne renvoie pas à une logique de pureté qui avait été à la base des jeunes Turcs, du mouvement jeune turc, qui n'avait pas totalement été abandonné dans le kémalisme, et on peut se demander si cette logique de pureté finalement ne demeure pas d'une façon ou d'une autre, et que finalement le génocide arménien était aussi, dans la logique de ceux qui l'avaient perpétré, évidemment une façon de purifier la Turquie d'éléments allogènes ou d'éléments indus qui n'avaient pas leur place. Et la question de la contestation du génocide arménien, de la négation du génocide arménien, peut aussi être interrogée au regard de la façon dont les autorités turques traitent la question kurde, puisque si cette question de la logique de pureté n'est pas dépassée, n'est pas interrogée, comme si finalement tout cela n'existait pas, eh bien ça permet aussi, par rapport à d'autres populations, de continuer à être dans une vision extrêmement agressive. Et l'État turc, non seulement est dans une négation du génocide arménien, mais utilise son droit pour faire en sorte de faire taire les voix de ceux qui voudraient remettre en cause cette négation. Alors il y a bien eu des crispations assez marginales d'ailleurs récemment au niveau dans le traitement universitaire de la question, mais quand on voit que Hrant Dink, qui avait été assassiné, était sous le coup de poursuites judiciaires pour justement avoir dit que le génocide arménien avait existé, que ceux qui l'ont défendu ont aussi été pris dans des poursuites judiciaires pour soi-disant atteinte à l'honneur alors je sais plus comment dire et rédiger le code pénal turc, mais l'article 301 pour atteinte, je pense, à l'honneur de la nation, de l'identité turque. Donc il y a beaucoup de pays qui ont des problèmes d'identité nationale, mais en l'occurrence, on voit bien qu'il y a comment dire, une logique très active de l'État turc par rapport à cette question, qui est évidemment incompatible avec une démocratie pleine et entière, puisque lorsque l'on en vient à poursuivre des citoyens qui ont une voix libre pour évoquer des faits qui sont, comme le rappelait Obama avant d'être élu président, évidemment argumentés, en tout cas, comment dire, sur lesquels il y a une masse de documentation écrasante et patente. Bon, la question démocratique est ici mise en péril par ce type de comportement. Quant à la question de l'Iran, on est, je crois que c'est Richard qui l'a évoqué, sur un négationnisme qui joue aussi comme effet de dérivatif, avec une volonté de ne pas poser les questions démocratiques, sociales et économiques dans l'Iran, en plus d'une vision géostratégique au niveau du monde musulman, mais dans cette, dans cette logique, on pourrait faire remarquer que si Ahmadinejad a quand même beaucoup joué autour de cette question de la négation de la Shoah, de la thématique de l'antisémitisme,
Il en a beaucoup joué dans les élections présidentielles, dans les dernières élections présidentielles. Mais ce qui était quand même, je vais dire, rassurant, c'est que cela n'a manifestement pas pris suffisamment pour qu'il puisse réunir une majorité de suffrages, et notamment dans la jeunesse iranienne, il y avait quand même la conscience que finalement cette question de l'obsession sur les Juifs, sur Israël, sur la contestation de la Shoah était bien un dérivatif, et plusieurs reportages montraient d'ailleurs de façon très fraîche, si je puis dire, des engueulades entre des jeunes et entre, j'allais dire, les milices du pouvoir iranien. Et donc, on peut se dire que le négationnisme d'État, fort heureusement, ne sert pas, enfin, comment dire, n'est pas d'une efficacité totale, puisque la manipulation peut être démontée, d'où l'importance aussi des réunions, colloques, prises de position sur ce type de problématique à l'heure où l'information circule facilement, aux grandes dames d'ailleurs de certains dictateurs actuellement qui n'avaient pas vu ces éléments. Quant à la question de la France, puisque je vais quand même en dire un mot, non pas parce qu'on serait, j'allais dire, dans quelque chose de comparable à la Turquie et à l'Iran, bien évidemment. Ceci étant, je le disais en introduction, et je terminerai sur cette question de la France et du Rwanda. Nous avons porté plainte contre Pierre Péan il y a de cela quelques années, puisque la plainte remonte à 2006, 2007, je ne sais plus, pour diffamation raciale et incitation à la haine raciale, puisque Pierre Péan avait commis un livre précédent, celui qui a été cité par Patrick, qui s'appelait Noir Fureur, Blanc Menteur, si je me souviens bien, qui était un livre que je qualifie de livre de commande pratiquement, puisque on est dans un livre qui, dans son premier chapitre, reprend toute une littérature coloniale, raciste, pour qualifier les Tutsis. Donc on a des livres de 1940 pour dire les Tutsis sont comme ci, les Tutsis sont comme ça. Bon, rédigés par des membres de l'extrême droite belge de l'époque. Bon, quand même. Voilà les sources documentaires de Monsieur Péan. Et on est face à un livre qui vise à jeter le doute, ou en tout cas à ouvrir toute une série de contre-feux par rapport à ceux qui s'interrogeraient de trop près sur le rôle de certains individus dans le génocide rwandais quant à leur complicité. Or, la France, à travers toute une série d'individus qui ont participé à cette époque, soit en tant que responsables politiques, soit en tant que membres de la direction des armées, la France ne pouvait pas ignorer ce qui était en train de se dérouler au Rwanda, d'abord parce qu'elle y était effectivement présente, que le processus génocidaire dans sa préparation était un processus des plus classiques en termes de déshumanisation, en termes d'excitation de la population, d'utilisation des médias. On a là quelque chose qui se faisait quand même de façon extrêmement ouverte depuis plusieurs années, cette préparation du génocide, et la France ne peut pas affirmer, bien évidemment, qu'elle était ignorante de ce qui allait se dérouler. Et évidemment, cette évidence, si je puis dire, met toute une série de personnages très mal à l'aise. Patrick en a cité un certain nombre, mais ce qui est encore pire, c'est que non seulement les autorités françaises n'ont pas prévenu ou cherché à prévenir le génocide, mais que par ailleurs on est face à une vision très particulière du Rwanda. D'abord parce qu'on estime qu'il y a là, que se joue là la défense de la France, et que non seulement le Rwanda, qui était dirigé soi-disant par un ami de la France, ne pouvait pas tomber dans le giron anglo-saxon avec la rébellion de Kagame. Bon, c'est un drôle de précaré français si ce précaré devient un charnier, mais manifestement cela valait peut-être le coup aux yeux de certains, qu'il y a aussi sans doute un mépris très fort de ce que seraient les Africains. Finalement, c'est des histoires de Noirs. Bon. Et d'ailleurs, la contestation même du fait que ce soit un génocide qu'on retrouve chez Mitterrand,
qui parlent de guerre tribale. Bon, finalement, c'est même pas de leur niveau de faire un génocide. Dire, bon, ce truc, c'est habituel, évidemment, ils se tuent entre eux, ils savent pas trop pourquoi, mais ils vont se tuer entre eux. Donc on est dans quelque chose d'une sorte de monde nègre qui n'est pas capable, même, à qui on dénie même le fait qu'il puisse y avoir une intention génocidaire parce qu'ils sont trop bêtes pour ça, quelque part. Et également le fait qu'il y avait cette vision véhiculée par les autorités françaises qu'on retrouve dans une partie de l'armée selon laquelle les Hutus étaient le peuple en révolution et les Tutsis étaient les nobles. Une sorte de révolution française plaquée, de termes de la révolution française plaquée sur la réalité rwandaise. Et bon, dans la révolution française, on a bien tué quelques nobles. Finalement, ce qui est en train de se passer là-bas est finalement une sorte de guerre de libération par rapport à une noblesse qui, pendant trop longtemps, a opprimé le peuple. Et ces différents éléments expliquent sans doute en grande partie la position des autorités françaises, qui se traduit encore aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur les derniers éléments diplomatiques que Patrick a cités sur la visite de Sarkozy et quand même les précautions oratoires qui ont été prises pour qualifier la responsabilité de la France ou certains de ses ressortissants dans ce qui s'est passé au Rwanda. Ceci étant, 2 ou 3 éléments. D'abord, on trouve effectivement sur le territoire français toute une série de génocidaires présumés. Et de temps en temps, il faut même que des infirmières aillent sur Google et par hasard découvrent que leur collègue médecin est un génocidaire présumé pour avertir que la justice française se réveille. Bon, on est quand même dans quelque chose d'une extrême gravité. On parle de génocidaires présumés. On ne parle pas de gens qui ont volé des cartes bleues dans un autre pays. Et le fait qu'il y ait cette permanence sur le territoire français de génocidaires présumés qui vivent assez tranquillement finalement en France montre bien qu'on est dans une ambiguïté très forte des autorités françaises. On pourrait aussi citer le cas de Paul Baril, qui a d'ailleurs été cité par Patrick, dont on sait qu'il a quand même livré des armes manifestement en plein mois d'avril et de mai, me semble-t-il, pendant que le génocide était en train de se perpétrer. Bon, il semble que cela n'ait pas ému plus que ça les autorités françaises, alors que là, la complicité de génocide, lorsqu'on livre des armes pendant qu'un génocide se déroule, est quand même assez évidente. Mais, encore une fois, Paul Baril n'est pas inquiété plus que cela, et même, à l'instar de Pierre Péan, une personne qui peut éventuellement être écoutée et prise au sérieux lorsqu'elle montre devant tout le monde une boîte noire. Bon, alors comme je sais pas, il savait pas, mais il monte une boîte qui est noire effectivement. Alors, tout le monde sait qu'une boîte noire est orange. Bon, et donc il monte une boîte noire. Et donc, Paul Baril montre une boîte noire. Bon, oui, c'est bien la preuve que c'était pas la bonne, puisqu'elle n'était pas de la bonne couleur. Et Pierre Péan, qui tout de même, et je suis toujours très surpris du traitement journalistique qui est fait autour des livres de Pierre Péan. Pierre Péan écrit un livre qui sent quand même très mauvais, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pourtant, j'allais dire, ce qu'il raconte est écouté et jugé digne d'intérêt et repris par certains hommes politiques. Hubert Védrine a été cité. Je voyais aussi récemment sur son dernier livre, qui est aussi un livre qui est extrêmement douteux, c'est le moins que l'on puisse dire pour ne pas en dire plus, sur la question du Rwanda. Je voyais Pascal Boniface dire à quel point ce livre était stimulant pour sa propre réflexion. Bon, c'est étonnant que SOS Racisme d'ailleurs ait fait un procès à Pierre Péan, mais bon, on voit bien que l'étonnement est un étonnement très orienté, mais bon, c'est ainsi. Et je suis toujours très surpris que face à toute une série d'évidences très fortes, de malhonnêteté intellectuelle de Pierre Péan notamment, qui effectivement est un personnage qui n'est plus dans une logique d'investigation, mais dans une logique idéologique de défense de ce qu'il estime être les intérêts de la France, qu'il incarnerait à lui tout seul dans une sorte de quête et de sacrifice de sa personne. Je suis toujours très surpris que ces éléments d'une extrême médiocrité soient des éléments qui soient pris avec un semblant de sérieux, qu'ils fassent du buzz médiatique de façon régulière, alors même que l'on sait
qu'il y a là mensonge et manipulation. Et pour terminer, je suis d'autant plus énervé concernant Pierre Péan que même dans son livre, il fait une phrase qu'il met dans ma bouche, qui est une phrase que je n'ai jamais prononcée, qui est une phrase raciste contre les Hutus. Il met pratiquement la première ligne de son livre, une phrase que je n'ai jamais prononcée. Mais peu importe, d'ailleurs il ne met pas la source puisque évidemment il ne peut pas la trouver puisque je n'ai jamais prononcé, et qui est une phrase reprise sur des sites négationnistes où il met dans ma bouche que j'aurais dit évoquer le sang des Hutus, c'est salir la mémoire des Tutsis. Bon, vous imaginez bien qui, soi-disant, selon les négationnistes, aurait été prononcé au procès, d'ailleurs devant des journalistes, des juges, etc. Donc une phrase raciste. Pierre Péan était au procès, mais apparemment il s'en est pas... Comment dire, au procès, il s'en est pas rendu compte, mais quand il écrit un livre, comme ça circule sur les sites négationnistes, eh bien il le reprend et il pourra dire, eh bien oui, je l'ai trouvé sur un site. Voilà les méthodes de Pierre Péan, qui sont des méthodes de crapules et de voyous en l'occurrence, et qui sont au service, eh bien, d'une logique de négationnisme à sa façon, qui ne fait pas honneur à la France et à ses représentants. Parce que Pierre Péan, j'allais dire, vieillisse mal est une chose, mais qu'on donne du crédit à ses écrits est assez inquiétant sur la capacité que l'on peut avoir collectivement à regarder ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 et dans les années qui ont précédé le génocide envers les Tutsis. Je vous remercie.